L'Afrique subsaharienne affiche une croissance plutôt molle pour l'année 2019. Selon les prévisions de la Banque mondiale, la croissance régionale devrait rebondir à 2,8%. Après avoir frôlé 4 ans durant la barre de 3%, cette croissance se montre donc plus lente que prévu, notamment à cause d'une mauvaise gestion de la dette, de l'inflation et des déficits, ainsi que l'incertitude politique qui ont visiblement entamé la reprise de certaines économies africaines. Dans l'ensemble, la Banque mondiale constate que la fragilité d'une poignée de pays coûte à l'Afrique subsaharienne plus d'un demi-point de pourcentage de croissance par an, ce qui représente 2,6 points de pourcentage sur 5 ans. Pourtant, certains pays à faible intensité de ressources comme le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda et plusieurs pays de l'UEMOA, dont le Bénin et la Côte d'Ivoire, ou encore le Sénégal, ont tenu la dragée haute. Ces pays ont enregistré une croissance économique solide en 2018 et la dynamique devrait se poursuivre cette année. Parallèlement, d'autres pays à forte intensité de ressources comme la République démocratique du Congo et le Niger ont fait accélérer leur économie. Du côté de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC, la reprise fragile s'est poursuivie alors que les efforts de réforme visant à réduire les déséquilibres budgétaires et extérieurs ont ralenti dans certains pays. En ce qui concerne le Libéria et la Zambie, ils affichent une croissance modérée engluée par une inflation et un niveau de dette élevé. Pour sa part, l'économie nigériane, dont la croissance a atteint 1,9% en 2018 contre 0,8% en 2017, reprend modestement, tandis que celle de l'Afrique du Sud se remet à pas étriquer, des incertitudes politiques ayant plombé son secteur privé. Enfin, l'Angola semble toujours dans les eaux troubles, le pays étant resté en récession avec une croissance en forte baisse et une production pétrolière restée faible. Avec près de 1,49 million de visiteurs reçus en 2018 contre 1,33 million en 2017, la Tanzanie confirme une embellie de son tourisme. Les revenus du secteur traduisent une belle performance avec, à la clé, une hausse de 7,13% l'an dernier. Ainsi, de 2,19 milliards de dollars en 2017, les revenus touristiques de la Tanzanie ont atteint 2,43 milliards de dollars en 2018. Et pour 2019, les autorités du pays tablent sur une hausse des recettes de 7,3% grâce notamment à l'augmentation des arrivées de touristes étrangers. Ces autorités ambitionnent par ailleurs d'attirer désormais au moins 2 millions de visiteurs par an à travers la mise en œuvre de plusieurs stratégies destinées à accroître les performances du secteur touristique. Pour atteindre cet objectif, le pays mise sur ses nombreuses potentialités touristiques, notamment ses paysages sauvages propices aux safaris, ses plages, sa faune, ses réserves naturelles et son très prestigieux parc du Kilimandjaro. Des sites que les autorités comptent mieux promouvoir à travers des investissements et surtout de nouvelles offres commerciales qui ciblent certains marchés prometteurs comme la Chine. Ainsi donc, près de 10 000 Chinois sont attendus dans le pays selon les termes d'un mémorandum d'accord signé en décembre 2018 entre l'Office du tourisme tanzanien et un groupe chinois. Notons que le tourisme est la première source de devises de la Tanzanie qui a signé plusieurs accords avec les pays voisins ainsi que de grandes destinations mondiales afin de mutualiser les offres et profiter de leur expérience pour développer le secteur. Démarrés en 2012, les travaux de modernisation du port d'Abidjan amorcent leur dernier virage. Ces travaux, qui s'inscrivent dans le cadre d'un vaste programme gouvernemental, visent à doter Abidjan d'un port moderne capable d'accueillir tous les plus grands navires qui fréquentent les côtes africaines. Les travaux en cours permettront au port d'Abidjan d'accueillir des navires avec 16 mètres de tirant d'eau. Mais ce projet en cours, la phase d'infrastructure sera bouclée pour septembre 2019, mais les superstructures, les équipements seront prêts pour plus tard mi-septembre 2020. L'objectif des autorités ivoiriennes est de maintenir la position de leader en Afrique de l'Ouest d'une part et de mieux rivaliser avec les ports de Tanger au Maroc et d'Urban en Afrique du Sud. Les travaux sont pilotés par des ingénieurs et ouvriers chinois.
En effet, la Chine, troisième partenaire commercial international et premier partenaire commercial asiatique de la Côte d'Ivoire, finance à hauteur de 1100 milliards de francs CFA ce programme. Un vaste programme de réhabilitation des infrastructures et d'amélioration des aires de circulation et de la gestion des congestions a été entreprise. C'est un vaste programme pour un coût global de 850 milliards de francs CFA. Au terme des travaux, la gestion des nouvelles infrastructures portuaires se fera dans un contexte de partenariat public-privé sous la forme de concessions. Notons que le port d'Abidjan, qui représente 90% des échanges extérieurs de la Côte d'Ivoire, a vu son trafic augmenter de 7,2% en 2018 pour atteindre plus de 24 millions de tonnes. Après 3 années successives de récession, l'Angola renoue avec la croissance. Cette croissance, qui est passée de moins 2,6% en 2016 à moins 0,1% en 2017 et moins 1,1% en 2018, devrait atteindre les 3% en 2020 et en 2021. Cette prévision, qui cadre avec celle du FMI, qui table sur une croissance à 3,2% pour le pays au cours des 2 prochaines années, est essentiellement suscitée par l'augmentation des activités dans le secteur non pétrolier. Il s'agit en réalité des premiers résultats des réformes entreprises par le gouvernement du président João Lourenço dès sa prise de fonction. En effet, ce dernier a mis en œuvre ces derniers mois des programmes de diversification des investissements. Ceci a entraîné un accroissement des investissements dans le secteur privé, tout en réduisant un tant soit peu la dépendance du pays par rapport au pétrole. À moyen terme, la croissance du secteur non pétrolier devrait atteindre les 3,5% en raison de l'amélioration du climat des affaires qui favorisera les investissements du secteur privé dans l'économie. Quant au secteur pétrolier, il devrait atteindre une croissance plus faible de 1,7%. Journée d'échange sur la promotion et le financement du secteur privé camerounais, organisé par le groupe de la Banque africaine de développement. Ces échanges ont rassemblé près de 250 participants, dont des hauts responsables du gouvernement et du secteur privé, des jeunes, des dirigeants d'entreprises, de banques et de la société civile, ainsi que des experts de la Banque africaine de développement et les autres partenaires au développement basés au Cameroun. 11% de nos engagements aujourd'hui sont avec le secteur privé au Cameroun, alors que dans d'autres pays, c'est typiquement plus de 25%. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour voir comment relancer cet engagement avec le secteur privé, comment développer nos prêts au secteur privé. C'est l'objet de ces journées d'échange. Ces rencontres placées sous le haut patronage de Joseph Diongouté, Premier ministre et chef du gouvernement du Cameroun, ont été présidées par le vice-président de la BAD en synergie avec le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire du Cameroun. À la fin de ces journées d'échange avec le secteur privé du Cameroun, nous espérons pouvoir procurer l'accompagnement qu'il faut à notre secteur privé. Les objectifs de cette journée étaient de présenter aux opérateurs économiques camerounais les différents instruments de financement dont dispose la Banque africaine de développement pour accompagner le secteur privé camerounais. Ces instruments vont des produits de prêt, de garantie, des prises de participation, y compris même l'assistance technique, des montages PPP, etc. La Banque africaine de développement a marqué sa disponibilité à accroître son soutien au secteur privé camerounais, promettant de revoir à la hausse ses financements estimés à 15 milliards de francs CFA. C'est la principale résolution au terme des journées d'échange sur la promotion et le financement du secteur privé dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de la BAD. Une séquence de questions et réponses avec les participants et une conférence de presse ont marqué cette rencontre. Pour compter du 4 avril 2019, les taxes sur les importations sont réduites de 50% au Ghana.
La mesure s'applique à toutes les valeurs de référence pour toutes les importations, à l'exception des véhicules qui ont vu leur taxe réduite de 30%. Destinée à contribuer à la baisse de la contrebande, cette mesure rentre dans le cadre des réformes portuaires entreprises dans le pays afin de renforcer sa compétitivité. En effet, le Ghana veut s'aligner sur les standards mondiaux en termes de gestion portuaire en instaurant une structure tarifaire uniforme pour les redevances portuaires et douanières. Il s'agit d'une innovation devant permettre au Ghana de se conformer aux meilleures pratiques en matière de redevances dans les principaux ports du monde. Les autres réformes initiées dans ce cadre concernent par exemple la réduction de 90% de l'examen physique des conteneurs pour le ramener à moins de 10% d'ici juillet 2019. Le pays a par ailleurs opté pour la suppression des divers frais de service dont celui de 1,5 $ par tonne exportée, sans oublier les frais d'enregistrement des importateurs imposés par la Ghana Standard Authority et la taxe Easy Pass introduite récemment. Également, la taxe de sécurité de 0,5 $ par tonne brute appliquée sur chaque navire chargé par l'autorité maritime du Ghana est désormais supprimée, tandis que la taxe de 7 $ par éco-pneu neuf a été réduite de 50%. Enfin, une application mobile est désormais disponible pour permettre aux importateurs de vérifier le statut de leurs envois et de payer en ligne les droits d'importation. Malgré une embellie du secteur pétrolier en 2018, l'économie tchadienne reste vulnérable. C'est la conclusion à laquelle a abouti une mission du Fonds monétaire international FMI en fin de séjour dans le pays. D'après les experts du FMI, l'économie tchadienne reste exposée à de nombreuses pressions malgré les réformes mises en place par les autorités du pays. Même si la production pétrolière a amorcé une reprise en 2018, le secteur non pétrolier n'a cru que de 0,5%, exposant encore plus le pays aux fluctuations des cours du pétrole. Ainsi, les recettes non pétrolières ont diminué en 2018 par rapport à 2017. Selon le chef de la mission du FMI, la reprise économique continue d'être freinée par une importante dette intérieure et des fragilités structurelles sous-jacentes. À titre d'exemple, l'augmentation de 90% des tarifs sur l'eau dans le pays a entraîné une hausse de 4% du taux d'inflation moyen en 2018, ce qui est au-dessus de la norme communautaire de la zone CEMAC, fixée à 3%. Le FMI reste cependant optimiste pour le pays et table sur une croissance forte pour 2019 à 3,6% contre une estimation de 3,5% en 2018. Le FMI invite toutefois les autorités tchadiennes à mieux développer le secteur non pétrolier. Avec la ratification de la Gambie, c'est un pas décisif qui est franchi dans le processus de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA. Cette ratification, qui vient boucler la liste des 22 minimums nécessaires, ouvre la voie aux préparatifs du lancement officiel de la ZLECA en juillet 2019 à Niamey, en marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. D'ici à là, les pays signataires devront négocier, entre autres, les aspects et les modalités de la mise en application de cet accord, notamment les règles d'origine, les modalités de paiement, les concessions tarifaires pour le commerce des marchandises et des règlements et les obstacles non tarifaires. Une fois entrée en vigueur, la ZLECA permettra de créer un espace économique dans lequel des États parties éliminent entre eux les droits de douane ainsi que toutes les barrières pouvant entraver le commerce. Avec cet instrument, l'Afrique devrait être un marché unique de 1,3 milliard de consommateurs où les produits circuleront et s'échangeront librement. L'objectif ultime est de rassembler les 55 États africains qui regorgent d'énormes potentialités naturelles et humaines, mais dont les populations pâtissent souvent de la misère et la pauvreté du fait notamment des barrières géographiques et douanières.